Bonjour à vous, chers auditeurs, et bienvenue à Question d'actualité. Ici Philippe Labrec au micro. La transition vers le cégep est-elle une étape qui marque l'indépendance de l'étudiant ou nécessite-t-elle encore la présence des parents? Aujourd'hui, nous nous penchons sur cette question d'actualité. Jusqu'où accompagner les jeunes adultes dans leur rentrée scolaire? Les parents vont-ils trop loin dans leur quête de vouloir aider leurs enfants, qui sont de jeunes adultes à ce stade, ou cette présence parentale serait-elle bénéfique pour des enfants entrant dans un nouvel universitaire, soit le cégep et l'université même? Pour en parler, nous recevons David Santarossa, essayiste et enseignant à la TELUC et auteur du livre La pensée woke, analyse critique d'une idéologie. Monsieur Santarossa, bonjour. Bonjour. Un article de la presse publié hier, le 24 juin, et intitulé La rentrée au cégep avec ou sans parents suscite des réactions, à savoir, y a-t-il un rôle pour les parents lors de l'arrivée au cégep, à l'université même, ou faisons-nous face à une infantilisation croissante de la société, à votre avis? Ben, c'est ça, hein, c'est-à-dire que on apprend, ben, en fait, on apprend, c'est quand même dans l'air du temps depuis un certain temps. Donc, il y a des rencontres de parents au cégep. Donc, on se rappelle, normalement, les rencontres de parents, c'est au primaire, et même, je vous dirais, même au secondaire, il y a généralement pas tant de personnes que ça, surtout du moment qu'on arrive en secondaire 3, 4 et 5, là, il y a pas beaucoup de parents qui se présentent. Mais là, on sent qu'il y a quand même un vent de changement, c'est-à-dire de plus en plus de parents qui veulent s'impliquer dans les études de leurs enfants. Et évidemment, en théorie, on peut juste être heureux de ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de bizarre de se dire, ah ben, on veut pas que les parents se mêlent des études de leurs enfants, même rendus au cégep. Mais en même temps, c'est la question de l'autonomie qui doit être soulevée. C'est-à-dire que à un certain moment, il faut couper le cordon ombilical en quelque sorte. Et si c'est pas au cégep, ben ça sera quand? Ça sera à l'université? Ben là, à un certain moment, on entre véritablement dans la vie adulte. Donc, il faut qu'il y ait une cassure quelque part. Il faut qu'il y ait un moment où les parents soient capables de dire, ben vous savez quoi? À ce moment-ci, je vous laisse vous arranger. Et que normalement, si on a fait notre travail, autant du point de vue du parent que de l'école, bon, on peut s'attendre à ce que justement, rendu au cégep, on aide à développer cette autonomie-là. Parce qu'évidemment, c'est pas du 0 à 100 km/h en l'espace de une semaine, là. C'est-à-dire que normalement, tout au long de ton secondaire, on devrait, et même du primaire, devrait te donner de plus en plus d'autonomie jusqu'à temps que finalement l'élève et le jeune adulte soient capables de s'arranger tout seul. Et finalement, c'est une défaite en quelque sorte du point de vue des parents et du système d'éducation lorsqu'on voit justement des rencontres de parents, lorsqu'on voit des enseignants qui sont obligés encore une fois de, 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 de- de- d'aider autant leurs élèves. Ça me semble disproportionné, là. Vous avez enseigné pendant 8 ans au secondaire. Quelle a été votre expérience en ce qui a trait à la maturité des élèves? C'est très variable, hein, n'est-ce pas? Donc, c'est ici, évidemment, faut pas caricaturer. Donc, il y a des élèves qui sont extrêmement autonomes, des élèves extraordinaires, et il y a des élèves, justement, qui ont pas beaucoup de maturité, pas beaucoup d'autonomie. Et ça, je pense que ça a été de tout temps. La différence, c'est que maintenant, on a tendance à chercher le plus petit dénominateur commun. Donc, on va essayer un peu de se dire, ben, je vais trouver mon élève le moins mature, le moins autonome, et je vais organiser ma classe autour de ce plus petit dénominateur commun. Donc, je pense que c'est vraiment là la différence notable. Parce que de tout temps, justement, il y a eu des élèves plus matures, plus autonomes, moins autonomes. Mais là, véritablement, on organise tout le système autour de ces élèves qui ont plus de difficultés. À nouveau, je peux comprendre que certains élèves ont besoin plus d'aide que d'autres, mais normalement, on devrait avoir une aide peut-être un peu plus individualisée pour eux jusqu'à la fin du secondaire. Mais là, c'est pas ça qu'on voit, là, mais pas du tout, là. Mais quel est le rôle du parent dans le sens où la question se pose ici au secondaire? On peut comprendre qu'un parent veuille s'impliquer pour assurer le succès académique de son enfant ou de ses enfants jusque, on va dire, secondaire 5, là, admettons. Mais après, est-ce que ça devient pas plutôt une béquille quand vos parents vous suivent jusqu'à l'université, j'ai envie de dire, vous dit un peu toujours comment quoi faire. L'éducation académique devient presque secondaire à l'éducation de la vie, si on peut dire, là, de l'indépendance, justement. Quel est le rôle du parent plus l'enfant qui devient jeune adulte grandit? Donc, j'ai dit ça en voulant dire, est-ce que c'est pas un peu de la faute des parents que les enfants aujourd'hui manquent d'indépendance Absolument, ou absolument. Je d'autonomie, hein? pense que il y a plusieurs personnes qui en parlent de plus en plus, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas les enfants échouer.
Exact. Et alors que l'échec peut être extrêmement formateur, qui n'a jamais eu un échec dans sa vie, qu'il soit en amitié, en amour, au Ou à l'école. travail ou à l'école, exactement. Et on apprend normalement de ça. Dans un monde idéal, du moins, on apprend de ces échecs-là. On essaie de pas les refaire. Mais lorsqu'on voit justement des parents encore s'impliquer au cégep, faire des révisions, engager des tuteurs, etc., etc., eh bien là, on se dit, manifestement, on ne veut pas que son enfant échoue. Et aussi, on s'imagine, il y a peut-être un problème là-dedans, que tous les enfants doivent faire des études supérieures. Hein. Je pense que c'est un peu C'est sous-jacent vrai. à ça, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs enfants qui, ben, finalement, l'école ou les études supérieures, c'est pas pour eux. Ils feraient très bien, comme on dit de manière commune, un métier, mais on a quand même l'idée que ça doit passer par le par l'université, par le cégep, alors que justement, il y a d'autres manières d'avoir une réussite, mais on a de la difficulté à le concevoir à notre époque, on dirait. Mais comment on explique ce phénomène du point de vue des parents, là, je reste du côté des parents, Mhm, où, bon, eux-mêmes sont, disons, pas incapables, mais veulent réduire à zéro tout risque d'échec, comme vous l'avez mentionné, pour leurs enfants. Mais d'où vient chez les parents cette espèce de crainte, j'ai envie de dire, irrationnelle? Et là, je tombe un peu dans la caricature, là, même si ça avait dit qu'on ne devrait pas tomber dans la caricature. À une certaine époque, nos parents, entre guillemets, nous envoyaient jouer dans la ruelle, puis disaient, reviens pour l'heure du souper. La même logique s'appliquait à l'école, dans le sens, débrouille-toi, va à l'école, réussis. C'est pas à moi de te dire quoi faire. Et surtout pas, c'est mhm. pas à moi de te servir de béquille tout le long. Comment on explique ce changement que je caractériserais de psychologique dans l'esprit des parents? Oui, c'est une question assez fondamentale que vous soulevez là. Euh, L'éducation, toute l'école s'est développée autour d'une idée, c'est la réussite pour tous. Hmm. C'est l'idée que tout le monde peut réussir. Donc, évidemment, à nouveau, on peut difficilement s'opposer à de tels principes. Hein. On peut pas s'opposer à la tarte aux pommes. Mais à nouveau, ça soulève d'autres problèmes. C'est-à-dire, qu'est-ce que réussir? Qu'est-ce que réussir? Est-ce qu'on doit réussir à tous les niveaux? Parce que normalement, l'école secondaire est faite pour que tout le monde puisse réussir. Ça, je peux le comprendre. Mais du moment qu'on arrive aux études supérieures, ce n'est pas fait pour tout le monde par définition. Ça me semble assez évident. Et après ça, ben oui, vous le soulevez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les parents ont extrêmement peur justement que leurs enfants échouent, alors que ça n'a jamais été si facile de réussir, paradoxalement. Mais c'est la même chose. Tantôt, vous parliez d'aller jouer dehors. Ben, aujourd'hui, les parents ont plus peur que dans les années 70 ou 80, par exemple, que leur enfant se fasse kidnapper. Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins justement de kidnapping d'enfants que dans les années 70 ou 80. Donc la Il y a eu des société est sondages beaucoup. sur ça? La peur Oui, du kidnapping? absolument. Il y a Ah Jonathan ouais. Haidt qui en a déjà parlé dans certains de ses livres par rapport à ça, oui. Mais je sais que dans certains pays, la crainte est réelle. On diverge un peu, comme le Mexique, par exemple, qui me vient à l'esprit, où le Oui, kidnapping d'enfants est un problème absolument réel. Mais au Québec, à ce que je sache, c'est relativement mineur, là, très mineur. exactement. Mais du fait que, tu sais, par exemple, on a tous en tête, par exemple, un cas comme Cédrica Provencher qui a frappé les C'est vrai. esprits. Mais en réalité, c'est extrêmement rare que ça arrive. Justement, tu sais, ça fait quand même plusieurs années que c'est arrivé et ça reste en mémoire. Donc, il y a aussi un fait par rapport à ça de médiatisation. Donc, aujourd'hui, quand il arrive quelque chose, on en entend beaucoup parler, mais dans les faits, ça arrive beaucoup moins. Évidemment, je dis ça, mais moi-même étant parent, je ne me convainc pas moi-même, c'est-à-dire qu'on a quand même toujours peur que ça arrive à nos enfants, même si on sait que statistiquement, ça n'arriverait pas. On le sait que quand on va dans la mer, on se fera pas, statistiquement, il y a peu de chances qu'on se fasse mordre par un requin, mais vois-tu, moi j'ai quand même peur de me faire mordre par un requin quand je vais dans la mer. Ben, c'est notre rôle de parents aussi, protéger l'enfant, peu C'est importe vrai, les statistiques. Là. Ça, c'est tout à c'est fait vrai. logique et naturel chez le parent. Mhm. On nous parle dans les différents articles, il y a deux articles là, dans la presse, en fait, un deuxième là, qui est plutôt en ce qui a trait à ce que les professeurs devraient connaître de leurs étudiants, Mhm. qui est un peu dans la même vague, là, si je peux dire. Et le mot anxiété revient encore et encore et encore. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, l'anxiété, dans le sens où je pensais à moi-même quand j'ai commencé le secondaire, le cégep, l'université, bon, il y a une certaine anxiété ou toute nouvelle expérience, en particulier à l'adolescence, au début de l'âge adulte, comporte son lot d'anxiété.
Et à la limite, c'est quasiment une bonne chose dans le sens où on apprend à gérer justement l'anxiété et à la surmonter. Mhm. Et là, aujourd'hui, toute trace d'anxiété est absolument inacceptable et ingérable. Surtout, qu'est-ce qui est devenu, j'ai envie de dire, la notion d'anxiété aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on est obsédé par la chose? C'est devenu un mot vedette très Ouais. rapidement, n'est-ce pas? Il y a quelques années, on parlait d'intimidation, c'est-à-dire que la moindre insulte dans la cour d'école, c'était une intimidation. Et là, aujourd'hui, on a l'impression que c'est la question de l'anxiété. Et je pense que c'est ça qui est paradoxal, c'est-à-dire que jamais l'école ne fait autant d'efforts pour réduire l'anxiété des jeunes. Justement, un exemple parmi tant d'autres, c'est ce qu'on disait tantôt, c'est-à-dire qu'il y a des rencontres de parents pour diminuer l'anxiété, pour savoir, OK, qu'est-ce qui en retourne au cégep. Mais ça ne semble pas réduire l'anxiété et c'est ça qu'il faudrait d'ailleurs se poser des questions là-dessus. Tantôt, je parlais de Jonathan Haidt qui a écrit un livre là, sur la génération anxieuse, justement, de dire, ben, il faut vivre des moments d'indépendance, des échecs, et c'est comme ça, finalement, qu'on combat l'anxiété. Évidemment, avoir un tel discours, ça fait un peu le discours du bon père de famille de ben, arrange-toi avec tes propres moyens. Moi, j'ai passé par là. Mais il y a quand même un fond de vérité là-dedans, de se dire, ben, il faut que nos enfants, puis là, après ça, c'est peut-être notre rôle de parents d'organiser la chose, mais que progressivement, nos enfants aient davantage de liberté, fassent face à des échecs. Et c'est là que ça devient important, notre rôle. Bon, on parle de ce qui me semble être quand même un épiphénomène, là, ce niveau d'anxiété très élevé chez les étudiants, les jeunes adultes et la façon que les parents veulent appuyer leurs enfants en tout coup jusqu'à un âge relativement avancé. Mais tout ça ne prend-il pas place dans un plus grand contexte, dans le sens où la société dans son ensemble n'est plus aussi, bon, j'ai utilisé un mot encore une fois clé, mais résiliente qu'elle a déjà été, ou même capable de faire face aux risques comme elle a déjà été capable de le faire. Est-ce qu'il y a un grand contexte dans lequel on devrait justement insérer ce phénomène-là pour pouvoir comprendre un peu ce qui se passe un peu mieux autre que la situation psychologique des jeunes adultes aujourd'hui, là? Ouais, ben, tu sais, lorsqu'on regarde juste l'article de la presse qui demande qu'est-ce que donc il demande à des élèves, qu'est-ce que votre enseignant devrait savoir sur vous? Le simple fait qu'on pose cette question-là aux enfants dans un grand journal, c'est pas banal sur le plan sociologique, c'est-à-dire qu'il y a véritablement un changement où l'élève devient véritablement au centre de l'école et l'institution ne fait plus son rôle d'institution, c'est-à-dire d'incarner l'idée de norme. Donc, c'est l'idée que l'institution doit se plier à la manière d'un client, en fait, là, comme on le ferait Mhm. avec un client, doit se plier au désir des enfants. Et c'est toujours ça le paradoxe, je reviens constamment, et malgré tout, les jeunes nous disent qu'ils n'ont jamais été aussi anxieux, alors qu'on les accompagne constamment, alors on écoute leurs avis. Hein, souvent, les jeunes, ils vont dire ça dans certains articles de la presse, notamment celui-là, de dire ah, le monde des adultes ne nous écoute pas. Et pourtant, on n'a jamais autant écouté les enfants et les jeunes adultes. Donc, tout ça est extrêmement paradoxal. Même, je pourrais citer l'article. Donc, dans l'article, on parle d'une jeune élève qui entame une nouvelle année et qui dit les enseignants doivent se rappeler qu'on a d'autres préoccupations. Donc, d'autres préoccupations que l'école, qu'on essaie de faire notre gros possible. Oui, on veut s'appliquer pour avoir de bonnes notes, mais on est autre chose aussi. On a une vie à l'extérieur de l'école. Et ça, et j'ai envie de dire, c'est extrêmement paradoxal. Donc, d'un, elle minimise l'importance de l'école, mais ça lui appartient. Je veux dire, on a le droit de valoriser l'école, on n'est pas obligé. Mais ce qui est paradoxal, c'est que c'est justement l'école s'occupe de l'école. L'enseignant n'a pas à savoir ce que tu fais de ta vie extérieure. Il est là pour t'enseigner, il est pas là pour régler tous tes problèmes, des problèmes familiaux, C'est pas son d'amitié, problème, en gros. Exactement. Donc, mais c'est justement ce que je pense beaucoup d'enseignants réclament, de dire, ben, en effet, vous avez une vie à l'extérieur de l'école, grand bien vous fasse, mais ça ne me concerne pas directement. Et donc, il y a un paradoxe justement dans ce discours de la jeune élève, là. En 30 secondes, que peut-on faire? Y a-t-il des solutions? Ou devrait-il y avoir des solutions? Ou devrait simplement la chose évoluer comme elle le veut? Ce qui risque d'arriver, c'est que la chose va évoluer comme elle l'entend, Comme elle l'entend, mais ouais. il faut que les enfants vivent des échecs. Je suis conscient que c'est très difficile parce que personne n'aime ça vivre des échecs, mais ultimement, on en sort gagnant.
Donc, je pense que c'est ça. Faut un peu scénariser des échecs ou de l'autonomie en quelque sorte, et que tout ça semble un peu organique, même si ça ne l'est pas toujours. Sur ces sages conseils, David Santarossa, essayiste et enseignant à la TELUC et auteur du livre La pensée woke, analyse critique d'une idéologie publié chez Libère. Merci. Merci à vous. À tous ceux qui nous écoutent, merci également. C'est un rendez-vous demain à la même heure. À la technique, Daniel Fortin. À l'animation, moi-même, Philippe Labrec. Et on vous invite à rester sur les ondes de Radio VM.